Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Avec nous, Ariane Bonzon. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste indépendante, vous couvrez la Turquie pour Slate et écrivez aussi pour Le Monde Diplo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Après 20 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan se présente pour un troisième mandat à la tête de l'État turc ce dimanche 14 mai. Une candidature normalement impossible, mais autorisée par une astuce constitutionnelle. Et celui qu'on pensait indéboulonnable n'est pas sûr de remporter l'élection, tant l'opposition a su s'unir derrière un homme, Kemal Kılıçdaroğlu. Ce chef du CHP, le Parti social-démocrate, a réussi à réunir 6 partis, une alliance inédite depuis 20 ans en Turquie, et ainsi les sondages donnent des tendances serrées. Si l'on en croit les derniers chiffres donnés ce jeudi 11 mai par l'Institut Konda, Kılıçdaroğlu pourrait attirer 49% des voix au premier tour contre 43% seulement pour M. Erdogan. Un troisième candidat, Sinan Ogan, est crédité lui de 5% des voix et un autre, Muharrem İnce, attirerait 2,2% des voix, mais ça c'était avant son récent retrait. Avant de parler en détail de cette élection, de ses candidats et des enjeux pour la Turquie et l'Europe, une question, Ariane Bonzon. Erdogan, qui avait été élu avec la promesse de rendre la Turquie plus démocratique, l'a finalement entraîné sur une pente particulièrement autoritaire. Et du coup, on peut se demander, est-ce que ces élections de dimanche vont se dérouler de manière réellement démocratique ? Bon, on est sûr que ces élections ne se déroulent pas de manière équitable. 90% des médias sont aux mains de Erdogan. Pour le mois d'avril, par exemple, 32 minutes pour l'opposant, le candidat opposant Kılıçdaroğlu, et 32 heures pour Erdogan sur la seule télévision publique d'État. Ajoutez à ça un certain nombre d'irrégularités, amplifié par le fait du séisme du 6 février, c'est-à-dire que l'état d'urgence a été déclaré sur 10 des 80 provinces, enfin sur les 10 provinces touchées par le séisme. On aurait pu déclarer un état de catastrophe naturelle, mais l'état d'urgence permet de donner plus de pouvoir aux autorités administratives, interdire une manifestation, enfin interdire même des articles. Enfin, il y a donc une plus grande liberté pour contrôler la campagne. Et puis surtout 3,5 millions de Turcs qui sont des victimes du séisme et qui n'ont plus de domicile fixe, si je puis dire. Donc ils ne peuvent pas voter, du coup. Alors, ils pourront voter, quand même, les autorités ont fait le maximum, mais évidemment, il y aura nécessairement des problèmes, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est qu'on peut pas, administrativement, ça paraît quand même difficile. Ils vont revenir des endroits où ils sont pour voter dans des zones quand même sinistrées, ou alors ils vont s'inscrire dans les endroits où ils étaient, mais est-ce qu'ils ont eu le temps ? Donc là, obligatoirement, à la marge, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est régularité, mais ça suffit quand même pas, normalement, pour faire remporter un vote. Et il y a ce qu'on appelle les manipulations. Erdogan en est un maître. D'abord, il mobilise toutes les ressources de l'État pour sa campagne. Par exemple, augmentation du SMIC, de 45% des fonctionnaires, par exemple. On a vu leur salaire augmenter il y a 2 jours. Il a permis à 2 millions de Turcs de prendre leur retraite, exactement le contraire de ce qu'on fait chez nous, leur retraite de façon anticipée récemment. Voilà, il y a un certain nombre de mesures que seul l'homme qui tient les rênes de l'État, le rêne des ressources, peut prendre, et il l'a fait. Oui, mais ça, c'est avant l'élection. On voit que finalement, quand même, Kılıçdaroğlu est en tête des sondages. Mais au niveau du scrutin, est-ce qu'on peut s'attendre à des triches ? Est-ce que le déroulement de l'élection, le décompte, là, peut être entaché d'irrégularité ? C'est vrai que c'est un pays qui est très attaché au scrutin. C'était obligatoire, c'est toujours obligatoire de voter, même si je ne connais pas beaucoup de gens qui ont eu une amende parce qu'ils n'ont pas voté, mais c'est pour ça aussi qu'on a des hauts taux de participation, parce qu'il y a une tradition. Et puis, les Turcs sont un peuple très politique, ça c'est très clair. Le moment dangereux, c'est au moment des décomptes, c'est-à-dire quand on va transporter les urnes à Ankara et qu'elles vont être recomptées ou décomptées. Vous voyez, il y a le compte qui se fait dans les bureaux. Alors là, il y avait tout un système de société civile qui était très en place en 2014, d'observateurs. Vous vous rappelez de ces photos où on voyait ces jeunes gens qui dormaient à côté des gros sacs remplis de bulletins de vote. On va revoir ces mêmes photos. Il y a les membres de l'opposition, les membres des différents partis qui sont là, mais il y a aussi des observateurs, des citoyens qui prennent des photos des décomptes et qui les comparent avec le second pour décompte. Surveiller qu'il n'y ait pas de triche à Ankara. Mais en 2014, qu'est-ce qui s'était passé ? Le ministre de l'Énergie avait déclaré que oui, dans 35 villes, la nuit du décompte, il n'y avait plus d'électricité parce des chats étaient coincés dans les transformateurs. Voilà. Bon, en fait, on pense qu'il y a eu des... Et ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire que s'il y a cette suspicion de fraude, etc., ça peut vraiment avoir un impact sur la conscience démocratique ou sur la volonté démocratique ou sur l'espoir démocratique des Turcs. Ariane Bonzon de nous expliquer quelles sont les méthodes d'Erdogan pour tenter de séduire son électorat. Il laisse la Turquie dans quel état, Jean-Marie ? Il est là depuis 20 ans.
Après une première partie, 10 bonnes années, où il a été considéré comme un sauveur. On l'appelait le président entrepreneur, parce qu'il avait en effet ranimé l'économie, il avait mis la Turquie sur de très bons rails, et parallèlement sur le plan extérieur, il paraissait devoir être un allié fidèle. Et puis 10 ans suivants, c'est l'inverse, c'est-à-dire la situation s'est considérablement dégradée sur le plan de l'économie et sur le plan extérieur. Après une phase où il a voulu essayer de rassembler, vous savez, au moment des printemps arabes, il a voulu se poser un petit peu en modèle et donc rassembler autour de lui, ce qui ne s'est pas produit, parce que d'abord les printemps arabes ont malheureusement disparu, mais ensuite ses ambitions n'ont pas été satisfaites, et il est devenu un allié de moins en moins fidèle et de plus en plus ambigu, puisque tout en restant membre de l'OTAN, il s'est armé auprès de la Russie, et il fait de plus en plus partie du cercle des autocrates ou des dictateurs en place, c'est-à-dire de l'axe Moscou, Pékin, Téhéran, et on l'a rangé de plus en plus parmi ceux-là à mesure qu'il durcissait le régime à son profit. Et la situation économique aujourd'hui est absolument désastreuse et catastrophique, avec en plus le choc du tremblement de terre et de ce à quoi Ariane a fait allusion, et qui a mécontenté évidemment de très larges parties de l'opinion. Alors on peut aussi se rappeler que au tout début de l'ère Erdogan, il y a un tremblement de terre, et que ce tremblement de terre favorise au fond son élection. S'il est battu, à la fin de son ère, il y aura aussi un tremblement de terre qui accompagnera ou provoquera sa chute. Mais cela dit, le bilan pour les Turcs au jour d'aujourd'hui me semble assez négatif, même si pendant un temps, il a pu être considéré comme brillant. Oui, parce que ce tremblement de terre de 99 a permis à Erdogan de faire campagne justement sur la corruption de l'État turc et s'imposer comme une sorte de sauveur et de président plus propre et démocrate. Et là, ce qui s'est passé au tremblement de terre le plus récent, c'est les retards dans les secours, l'interdiction de secours à des population kurde, la corruption qui a été largement dénoncée parce que la corruption était visible dans les constructions, et donc lui étant responsable rendu responsable en tout cas de cette corruption, de ce niveau de corruption. Et donc, l'état de la Turquie, sur le plan économique, est assez quand même compliqué actuellement, Alain. On parle de taux d'inflation, de chiffres de l'inflation qui sont très élevés. On parle de taux d'inflation qui sont extraordinairement élevés, puisque, par exemple, sur quelque chose qui touche tout le monde, l'oignon, les prix alimentaires en général, mais le symbole des prix alimentaires, c'est l'oignon. En Turquie, c'est plus 40%. C'est-à-dire que c'est énorme. Quand vous ajoutez à ça, depuis la guerre en Ukraine, plus 40% aussi sur l'énergie, sur l'électricité, vous avez une situation extraordinairement difficile dans un pays incroyablement compétent et compétitif. Si vous prenez les grands chantiers de travaux publics, dans le monde entier, avec la technologie la plus avancée, vous allez avoir des Turcs. Si vous prenez l'industrie d'armement, sur les armements sophistiqués, vous allez avoir des Turcs aussi. Et je ne parle pas même de l'agriculture. Donc c'est quand même un pays qui est une puissance économique dont on n'a pas assez idée. En France, c'est une vraie puissance économique, la Turquie, avec des ingénieurs, des cadres, des managers, deux grandes organisations patronales qui sont extrêmement intelligentes et diversifiées, etc. Mais voilà, il y a de l'inflation. Or, c'est un pays qui a besoin de capitaux étrangers tous les mois pour financer sa dette. La dette extérieure turque est très lourde. Et donc, il faut des dollars, il faut des gens, il faut des fonds pour acheter ça. Erdogan a été obligé de renouer avec l'Arabie Saoudite, en dépit du fait de l'assassinat du journaliste qui faisait partie de la même sensibilité politique que lui, du journaliste saoudien, réfugié aux États-Unis, assassiné donc au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Eh bien, Erdogan, lui, il s'est rabiboché avec l'homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, et il a eu pour 4 milliards de dollars de fonds du Trésor qui ont été immédiatement payés, souscrits. Donc ça marche comme ça. Il y a une dette extérieure qui est une contrainte macroéconomique très forte. Le FMI demande des réformes. Il est dans l'incapacité, pour des raisons électorales ou autres, je ne sais pas, je suis pas assez compétent, mais de souscrire à tout ça. Dans sa campagne électorale, il n'arrête pas d'attaquer le FMI. Sur ce plan-là, quelque chose s'est passé chez Erdogan. Voilà un homme qui, quand il prend le pouvoir, surfe sur un grand Turc, qui était, rendons-lui hommage, puisqu'il est mort il y a quelques jours, qui était Kemal Davis. Grand ministre de l'économie et des finances de la Turquie, qui était ensuite un des grands économistes du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Et lui ne change rien aux réformes de libéralisation de l'économie. Donc il surfe là-dessus, très intelligemment.
Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Face à de l'inflation, comme tout le monde, il se met à tenir un discours totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle de la Banque centrale, il vire tous les banquiers centraux qui disent il faut relever les taux d'intérêt, même pas forcément dans des proportions. Il dit non, pas du tout, vous n'avez rien compris à l'économie. Tout ça, c'est un plan occidental contre la Turquie. Et d'ailleurs, sa propagande électorale en ce moment est sur ce thème. Le plan occidental, de manière paranoïaque, contre la Turquie. Donc, c'est le FMI, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne. Et donc, voilà, il y a eu deux Erdogan. Il y en a eu un qui a été intelligent sur le plan économique et un autre qui a été complètement farfelu et qui laisse le pays dans cette situation-là. Mais on peut directement rattacher cette évolution et ce discours au souverainisme. C'est un virage nationaliste. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce C'est un virage virage? nationaliste. Ben, c'est le fait que l'opinion évolue. C'est un phénomène général. C'est pas un phénomène lié à la Turquie. C'est un phénomène qu'on connaît partout. Cette flambée nationaliste, à commencer par la Russie, puisque la guerre contre l'Ukraine est essentiellement une des manifestations de ce nationalisme. C'est ce nationalisme-là que l'on voit à l'œuvre chez Erdogan et qui se traduit par des slogans qu'on entend aussi en France aussi. Le discours anti-Union européenne, le discours sur la dette, le discours sur Yaka, c'est tout à fait la même feuille de route. Et d'ailleurs, la situation est à ce point dégradée que dans le programme de l'opposition, il y a évidemment en numéro 1 la lutte contre l'inflation, mais ça veut dire une inversion de la pratique de la Banque centrale qui jusqu'à présent continue dans sa politique de baisse des taux alors même que l'inflation galope, ce qui est quand même une aberration totale. Donc, une promesse douloureuse de la part de l'opposition, d'ailleurs. Promesse douloureuse de revenir à une forme d'orthodoxie pour vaincre l'inflation et pour rétablir un certain nombre d'équilibres. Et la promesse aussi qu'un nouveau gouvernement d'opposition aurait l'assentiment du monde extérieur et que donc il pourrait à nouveau attirer ce qui manque à la Russie, à la Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire des investissements donc étrangers. Et donc là, le chiffrage est assez ambitieux de la part de l'opposition d'arriver à ce... Et en même temps, on découvre qu'un certain nombre de milliards de dollars sont arrivés dans les caisses de la Turquie et tout le monde dit que c'est la provenance probable et la provenance russe. Donc on a là les principaux éléments de ce qu'évoquait tout à l'heure Alain. Arène Bonzon, vous, comment vous analysez ce changement d'Erdogan qui arrive, encore une fois, en président entrepreneur, comme l'a dit Jean-Marie Colombani, en président démocrate, et qui, finalement, à mi-mandat, au bout de 10 ans de pouvoir, semble complètement changer de voie et de manière de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était très bien entouré au début. Et comme l'a dit Alain, ils sont arrivés au pouvoir et ils ont pris le plan que Kemal Dervish, que j'ai bien connu, avait préparé, et ils l'ont appliqué à la lettre. Babacan, qui était le ministre de l'économie, l'a appliqué d'ailleurs. Babacan est passé dans l'opposition. L'AKP était un parti embrasse tout, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens extrêmement différents et des gens compétents. L'État était tenu par l'establishment kémaliste, et une partie aussi par cette confrérie qu'on appelle les gulenistes, qui étaient des musulmans. Pour eux, les écoles étaient plus importantes que les mosquées, et donc ils tenaient un certain nombre de rouages de l'État. Et c'était des gens compétents. Moi, j'ai beaucoup parlé, par exemple, avec l'Union européenne. C'était quand ils avaient des gulenistes en face d'eux, ça se passait bien, les négociations se passaient bien. Et avec le coup d'État, la tentative de coup d'État qui a... De la part des gulenistes, attribué en tout cas. Les gulenistes ont joué un rôle, mais sans doute pas les seuls. Eh bien, l'État a été purgé. Il y a eu une réappropriation de l'appareil d'État par Erdogan et une désinstitutionnalisation de l'État. Et donc, il a détricoté tout ce qui avait été solidifié, etc. Et il a mis des gens qui sont plus des ultranationalistes, avec qui il s'est allié, et qui sont beaucoup moins compétents et qui sont minés aussi par la mafia, il faut le dire. Sur les taux d'intérêt, il ne faut pas oublier que dans l'islam, le taux d'intérêt, c'est l'usure, c'est péché. Et il y a aussi ce petit signe-là qu'il fait au milieu conservateur, parce qu'il passe son temps à faire des petits signes aux conservateurs, aux islamistes, à l'islam politique, pour essayer de les récupérer, parce qu'un certain nombre de musulmans conservateurs et militants d'islam politique sont passés dans l'opposition. Et ça peut être aussi un signe, c'est peut-être pas le seul, mais ça peut être aussi ça qu'il veut faire. Alors parlons-en de cette opposition, puisque c'est quand même assez inédit, ces tendances qui sont présentées par le sondage dont je vous ai parlé. Et qui c'est cet homme, Kemal Kılıçdaroğlu, qui se présente face à Erdogan et qui fait presque 50% au premier tour, et qui a réussi quand même le tour de force à faire une alliance de 6 partis qui semble quand même une alliance très hétéroclite?
Oui, on lui prêtait pas grand-chose à Kılıçdaroğlu. Il est un peu fade, mais en fait, c'est un type assez placide, mais qui est pas sans malice, hein, je dirais. Bon, c'est un fonctionnaire, ce qui est assez rare parce qu'il est alévi, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une communauté, disons 20% de la Turquie, qui sont des musulmans un peu hétérodoxes, avec un mélange de chiisme, de christianisme, enfin une religion assez syncrétique, de zoroastrisme, et qui ont été toujours montrés du doigt par Erdogan. D'ailleurs, il a fait une vidéo pour dire, bah oui, je le dis, je suis alévi. Et ça, c'était un sujet tabou, et il a pris à revers Erdogan. Il lui a coupé l'herbe sous les pieds. Erdogan ne peut plus polariser, si vous voulez, la société entre nous, les sunnis, nous, le vrai islam, et ces alévis qui sont... voilà. Alors, l'alévisme, c'est égalité des femmes et des hommes, on ne fait pas le ramadan. C'est une religion très différente, beaucoup moins dure que le sunnisme conservateur. Et ça, c'est très important, parce que lui a quand même eu un rôle dans la fonction publique, c'est assez rare. Donc, c'est un fonctionnaire, il joue la carte de l'union, et il joue aussi la carte, par exemple, il a tendu la main justement aux femmes voilées, il a tendu la main aux Kurdes, ce qui n'était pas évident venant de sa part, parce que en fait, le fond de ce qu'il est, c'est quand même un nationaliste, hein, comme tous ces partis qu'il a réunis dans la même alliance, qui sont extrêmement différents. Il y a l'islam politique, il y a une extrême droite ultranationaliste, il y a des libéraux conservateurs, il y a le CHP qui a une tendance social-démocrate, même si elle n'est pas majoritairement social-démocrate. Tout ça, il les a mis ensemble, et si ça tient bien, c'est aussi parce qu'il y a ce fond nationaliste assez fort, hein, en Turquie, qui traverse tous les partis. Il a associé les Kurdes dans cette alliance? Alors, il n'a pas associé, mais il a tendu le bras aux Kurdes, il a rencontré les coprésidents, il a tendu le bras, mais il est très gêné parce que l'un des partis de l'Alliance, qui s'appelle le Bon Parti, de Madame Akşener, qu'on appelait la Louve, qui a été ministre de l'Intérieur au moment les plus durs de la guerre contre les Kurdes, est absolument à la même ligne, très très dure que le gouvernement, c'est-à-dire pour elle, le HDP, le Parti démocrate du peuple, et le PKK, si vous voulez, c'est-à-dire une organisation terroriste, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais en revanche, ce parti à Demirtas, qui est l'ancien président de ce parti, qui est en prison depuis 2016, hein, qui est un peu l'ennemi numéro 1 de Erdogan, a dit on ne va pas présenter de candidat et on appelle à voter Kılıçdaroğlu. Et les Kurdes peuvent être des faiseurs de roi, c'est-à-dire que grâce au vote kurde, Kılıçdaroğlu peut être élu. En tout cas, s'il n'avait pas le vote kurde, il n'est pas sûr qu'il serait élu. On va voir ce que ça va donner. Mais alors, cela dit, il y a des Kurdes qui veulent pour l'AKP. Hein, mais bon, ça c'est une autre histoire aussi. Mais c'est quand même assez étonnant comment il a réussi à forger cette alliance qui est très différente. Hein, quand vous dites qu'il y a le nationalisme qui les unit, mais le nationalisme ne suffit pas toujours pour associer quand même des gens qui sont à la fois très à gauche, d'après ce que j'ai compris, et à la fois plutôt très à droite. Alors pourquoi? Bon, le nationalisme est quand même important, mais c'est parce qu'ils veulent en finir avec Erdogan. C'est ça qui les unit. Et retour au régime parlementaire. Le reste, quand on regarde, il y a des grands principes, droits de l'homme, économique, mais il n'y a rien de... Ça va être très compliqué. C'est un présidentialisme qui, en fait, masque une dictature. Il faut rappeler la victoire de l'opposition aux élections municipales à Istanbul. Qu'est-il arrivé au maire? Il a été arrêté pour... Je ne sais pas ce qu'ils ont montré comme... Non, ils ont demandé à refaire les... Ils ont monté une opération judiciaire contre lui. Mais combien de journalistes sont encore en prison ? Ou d'artistes ou d'écrivains qui ont pris la parole, et de professeurs dans l'université sont en prison pour fait de délit d'opinion. Donc je pense que l'opposition représente quand même ceux qui veulent se débarrasser de cette chape de plomb-là. Vous parlez de dictature, mais les dictateurs rarement acceptent le résultat des élections. Est-ce que vous imaginez Erdogan les accepter? En général, ils s'en vont. Ils sont contraints au départ. S'ils sont désavoués à ce point, leur destin est quand même tracé malgré les apparences, si j'ose dire. Il faut le rappeler, ce qui s'est passé en 2019. Erdogan, qui est quand même... Istanbul, c'est sa ville. Il a commencé sa vie politique en étant maire d'Istanbul en 1994. Il est battu. Il n'est pas battu seulement d'ailleurs à Istanbul. Il est battu aussi à Ankara ou dans d'autres grandes villes. Mais il est battu à Istanbul. Il demande qu'on refasse le vote, n'est-ce pas? Et les Turcs refont le vote et ils lui infligent une défaite encore plus marquée. Donc ça, c'est la singularité, me semble-t-il, du système turc. Et ensuite, comme dit Jean-Marie, on va trouver un dossier fiscal au maire. Comme ça, il ne peut pas se présenter lui-même à l'élection présidentielle, si jamais il avait pensé se présenter à l'élection. Je dirais que là, on a le système turc, avec tout ce qu'il représente d'autoritarisme et de dictatorial, et en même temps, cette marge, qui est la marge qui se sont créées ou qui subsiste encore, qui est que quand on revote à la demande du pouvoir, eh bien le pouvoir, il est à nouveau condamné par l'opinion et encore plus sévèrement condamné. Et quand on écoute actuellement un certain nombre de gens de l'opposition, il y a une espèce de rêve
qu'on va donner une leçon, qu'on va montrer que nous, on va être capables, nous les Turcs, d'en finir par la voie des urnes avec cette autocratie turque. Beaucoup de gens disent, vous allez voir, nous, on va y arriver. Et c'était très intéressant. D'abord parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe en Iran, en Russie, ça peut être effectivement, si ça marche, ça serait intéressant. La seconde raison pour laquelle je trouve ça très intéressant, c'est parce qu'au fond, l'Union européenne n'y sera pour rien. Madame Colonna est allée là-bas, elle a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'opposition? On lui a dit, surtout taisez-vous. La même chose aux Américains, surtout taisez-vous, on ne veut pas vous entendre parce qu'il suffit que vous ouvriez la bouche pour qu'on dise qu'on est, vos agents, quoi, vos otages ou vos marionnettes. Donc surtout taisez-vous. Et on le voit bien, il n'y a absolument pas de déclaration, Macron n'a pas fait de déclaration, etc. Voilà, ils vont se débrouiller sans l'Union européenne. Et le grand drame de la Turquie, c'est qu'elle a parfois fait jouer à l'Union européenne un jeu de l'opposition, c'est-à-dire qu'on prenait des décisions parce que l'Union européenne le voulait, parce qu'on voulait plaire à l'Union européenne, parce qu'on voulait adopter telle chose. Et là, non. L'Union européenne, de toute façon, les négociations sont marginalisées, on n'en parle plus ou quasiment pas. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de la Turquie avec une opposition qui s'est professionnalisée, vraiment. Ils sont là dans les bureaux de vote, ils sont très présents, ils contrôlent leurs clips, leur campagne électorale et regardez un peu les réalisations. Bon, Kılıçdaroğlu a choisi quelque chose de très sobre dans sa cuisine. Hein. Il n'y a pas que lui, on connaît quelqu'un d'autre en France qui parle de sa cuisine. Mais bon, l'Union européenne n'y est pour rien et c'est très bien. Alors justement, à propos d'international, qu'est-ce que changerait une victoire de Kılıçdaroğlu pour les relations entre la Turquie et l'Occident en général et la Turquie et l'Union européenne en particulier? Vous avez dit que un éventuel processus d'adhésion de la Turquie à l'Union était complètement abandonné, mais est-ce qu'avec une démocratisation, un pays qui va mieux, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Il sera difficile de faire comme il sera difficile cette fois de se taire. Il sera difficile de ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Et donc, ce que les capitales européennes attendent, c'est une amélioration des relations. D'abord, la levée du blocus ou du veto turc sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN, et puis la fin de la guerre ou la guerre tout court que la Turquie mène contre la Grèce, dont je rappelle qu'elle est armée, la Grèce, essentiellement par la France. Donc c'est là vraiment quelque chose de grave. Et donc on attend au moins sur ces deux fronts-là une amélioration, et puis on attend l'ouverture de la part de l'opposition turque et de la part de l'Union européenne. Je crois que c'est une idée assez bien accueillie, de renégociation de l'accord d'union douanière qui joint la Turquie à l'Union européenne. Et ça, c'est de nature évidemment à changer quand même le climat entre les deux entités. Kılıçdaroğlu, une victoire, qu'est-ce que ça changerait sur le plan des relations avec les États-Unis, avec la Russie? Parce qu'on a vu d'ailleurs qu'avec la Russie, Erdogan avait un jeu qui était un peu double, sinon trouble. Il y a une ligne nationaliste turque, si vous voulez. Il y a eu un succès turc, il y a un poids économique turc, et il y a une ligne nationaliste turque. Nous avons notre mot à dire dans le Caucase, au Moyen-Orient. Alors, c'est pas forcément à la manière d'Erdogan, mais voilà, tout va pas changer du jour au lendemain. En revanche, il y a des alliances et qui ont perdu tout sens avec Erdogan. C'est par exemple l'Alliance Atlantique, puisqu'il a acheté quand même un système de défense antiaérien, donc qui touche à toute l'informatique militaire des S-400 en Russie. Alors bon, je crois qu'il ne les a pas déployés. Il y a eu des sanctions prises par les États-Unis. Ils ont privé la Turquie de chasseurs bombardiers F-35 qui devaient être très largement construits en Turquie. Mais si vous voulez, on aura quelqu'un qui se comportera de manière relativement normale dans l'Alliance Atlantique. Il ne faut pas oublier ce qu'a été Erdogan. Erdogan, c'est un discours violemment anti-occidental. Il a insulté Madame Merkel de manière assez odieuse. Il s'est interrogé sur l'état de santé mentale du président Macron. Il y a quand même une sorte de hargne anti-occidentale chez Erdogan, qui n'est pas celle qui devrait être celle de quelqu'un qui se veut un allié, qui est en pourparlers, qui est en négociation en permanence avec l'Union européenne. Donc ça, je pense que ça devrait changer. Il n'empêche que c'est vrai que Erdogan a eu des succès en politique étrangère. Il pèse, Erdogan, au Moyen-Orient. Il a été capable de dire non à Poutine d'une façon qu'aucun autre homme politique occidental n'a été capable de le faire. Et d'une certaine manière, et les Ukrainiens vous le diront, ils ont sauvé Kiev. Qu'est-ce qui a sauvé Kiev? C'est les drones fabriqués par le gendre, je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui est un brillant ingénieur américain, diplômé du MIT à Boston, qui a inventé ces drones qui ont décimé les colonnes de chars
russe qui fonçait sur Kiev. Il faut pas l'oublier. Il n'empêche qu'il va faire 3 pas après avec Poutine. Il n'empêche qu'il partage avec Poutine cette hargne anti-occidentale, anti-démocratie libérale, si vous voulez, qui en fait quelqu'un qui est un élément sans arrêt d'hostilité, de radicalité dans la vie internationale, au moins dans ses relations avec l'Europe en tout cas. Avec les États-Unis, il a toujours su trouver un bon compromis, y compris après l'histoire des S-400, que ce soit avec Trump ou avec Biden. Donc c'est ça la diplomatie d'Erdogan, c'est pas rien. Il prend son téléphone, il est reçu à Moscou. Il prend son téléphone, il est reçu à Washington. Plus difficile à Washington. On l'a fait attendre beaucoup. Oui, mais en même temps, c'est difficile de se priver de la Turquie sur le flanc qu'occupe la Turquie, s'agissant de l'OTAN, je pense. Donc c'est quand même une position à la frontière avec les intérêts russes qui n'est pas négligeable malgré tout. Mais en même temps, il y a eu des liens d'affaires. Il me semble que dans l'approvisionnement qui était celui de l'Italie par le gaz russe, il y a entre le point de départ et le point d'arrivée une station intermédiaire, et cette station intermédiaire est détenue par un trio très célèbre, Berlusconi, Poutine, Erdogan. Et donc, ils prélèvent leur dîme au passage. Donc, voilà, on sait aussi cela. Donc, une dernière question que je voudrais poser, si c'est possible à Ariane. Il y a aussi une implantation turque en Allemagne, très forte, et aussi un peu en France. Comment se déterminent les communautés turques par rapport à ces élections ? Précisez qu'il y a une participation record en Allemagne de la diaspora turque lors de cette élection. Alors, la participation en France, il y avait 400 000 inscrits, il y en a 200 000 qui ont voté, donc 50%, ce qui est à peu près la même chose qu'aux dernières élections. En revanche, on me disait qu'il y avait quand même pas mal de primo-votants et beaucoup de femmes aussi qui avaient voté. C'était assez bien organisé. On vote plus pour l'AKP en France qu'en Turquie, et on vote plus pour le parti pro-kurde en France qu'en Turquie. La raison, c'est que l'immigration est soit une immigration de travail, laborieuse, d'Anatolie, conservatrice, musulmane, qui votent pour l'AKP, soit souvent des réfugiés politiques kurdes qui votent donc pour le parti pro-kurde. Donc le clivage est beaucoup plus marqué. Mais voilà, les élections ont eu lieu du 27 avril au 9 mai. Les urnes sont parties le 9 mai en avion de Lyon, avec chaque fois des représentants des partis qui étaient dans le bus. Et puis, vous imaginez l'ambiance d'ailleurs quand on connaît les tensions entre les partis, parce qu'il y a eu des représentants des partis qui sont venus dans l'avion de Turquie prendre les urnes. Enfin bon, voilà. Ça a été fait, je crois, assez sérieusement. On m'a raconté qu'il y avait même 4 serrures dans la pièce où on mettait les urnes, et que chaque représentant du parti plus un membre du consulat avait chacun sa clé, et qu'on ne pouvait ouvrir cette porte que si les 4 étaient là. La confiance règne. Merci beaucoup Jean-Marie, merci Alain, merci beaucoup Ariane Bonzon pour vos explications. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission Politique sur France 24, le jeudi aussi. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.